Comment parler de l'Égypte et ses pyramides sans parler d'Hérodote, surnommé le père de l'histoire? Parmi les auteurs antiques ayant passé du temps sur les vestiges dynastiques de l'Égypte, Hérodote est sans contexte celui qui fait le plus parler. Peut-être parce qu'il est le plus connu d'entre eux, mais aussi parce qu'il est celui qui mentionna une durée de construction de la Grande Pyramide de 20 ans, durée autour de laquelle vinrent s'articuler les conversations les plus passionnées depuis près de 2000 ans. C'est d'ailleurs parce qu'il est l'un des seuls auteurs grecs à entrer dans ce détail qu'on reproche aux archéologues de lui donner tant de crédit. En effet, est souvent amené comme argument que si l'on imagine la quantité d'œuvres antiques disparues, naturellement ou dans l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, il serait un peu cavalier d'imaginer que la vérité réside dans ce que dit un seul auteur parmi tous ceux qui ont pu s'exprimer sur le sujet, mais dont les œuvres sont désormais indisponibles. Cet argument est plutôt valable, mais aujourd'hui nous allons parler d'autre chose. Vous verrez que c'est un Hérodote approximatif, qui transpire de son œuvre Histoire 2. Doit-on lui conférer la crédibilité dont il jouit depuis 2000 ans ? Je vous laisse le soin de vous exprimer à ce sujet au fil du déroulé de la vidéo, mais reconnaissons dès à présent que même si son surnom de père de l'histoire lui colle encore à la peau, l'archéologie a corrigé ses approximations et n'a plus, depuis très longtemps, brandi le moindre de ses écrits comme éventuelle preuve ou confirmation historique. Hérodote, véritable sens giratoire des hypothèses sur la construction des pyramides égyptiennes, fut l'objet d'un ouvrage du début du XXe siècle dans lequel son auteur, Camille Sourdille, détaille le séjour de ce dernier en Égypte. Une œuvre très complète dont j'aimerais aujourd'hui vous livrer les grandes lignes. Et si vous souhaitez que j'approfondisse sur ces 272 pages dans une future vidéo, n'hésitez pas là encore à me le dire en commentaire. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Il y a par exemple de nombreuses imprécisions ou exagérations des informations transmises par Hérodote, notamment concernant la Grande Pyramide. C'est d'ailleurs ce qu'on peut lui reprocher, de manière générale. Il se place en grand spécialiste explorateur de son époque, mais il n'eut pour autant ni libre accès à leurs temples ni à leurs archives. Il n'a fait que répéter, plus ou moins fidèlement, ce que les Égyptiens ont bien voulu lui dire ou lui montrer. En fait, Hérodote n'a pas écrit Histoire 2 au moment même où il menait son enquête en Égypte. Par conséquent, la confusion dans ses souvenirs est loin d'être invraisemblable. D'ailleurs, lui-même fait remarquer dans l'ouvrage que sa mémoire a pu être en défaut. C'est par une semblable confusion qu'on peut rendre compte d'une erreur assez singulière relative à l'une des pyramides. D'après lui, la grande pyramide de Khéops, à la différence de celle de Képhren, aurait eu des chambres entourées d'eau, un petit peu comme une île. L'eau y aurait été amenée du fleuve par un canal construit à cet effet. Que faut-il déduire de cette affirmation ? Que la pyramide de Khéops était véritablement entourée d'eau ? Ou que les souvenirs d'Hérodote se sont simplement un peu embrouillés pour nous sortir un demi-bloubi-boulga, trouvant son salut dans quelques éléments avérés, comme la présence d'un canal construit spécifiquement pour la construction des pyramides. On va plutôt opter, c'est mon avis, pour la deuxième option, vous ne pensez pas ? Tiens, en parlant de souvenirs, nous allons tous ensemble en créer de nouveaux, et qui resteront longtemps gravés dans votre mémoire, croyez-moi. Je parle bien entendu du prochain voyage Égypte, sur lequel il reste quelques places. Donc si vous désirez me rejoindre, et si vous désirez nous rejoindre sur l'aventure et vous inscrire, vous trouverez les infos dans la description de la vidéo ou en cliquant directement sur le petit i qui s'affiche à l'écran. Mais les pyramides de Gizeh dont a parlé Hérodote ne sont pas les seules à avoir été mentionnées. Sur la rive ouest du Nil, depuis Arbur-Awash jusqu'à Meidum, en passant par Dachour et Saqqara, sur un espace d'environ 70 km, nous pouvons en compter plus de 80. Si celles de Gizeh ont leur partie souterraine incontestablement hors d'atteinte de l'infiltration des eaux de la nappe phréatique présente aujourd'hui encore, il n'en est pas de même pour toutes les autres. Par exemple, lorsque Gaston Maspero, ancien directeur du service des antiquités égyptiennes, entreprit en 1883, ça remonte, d'ouvrir l'une des deux pyramides de Licht, pyramide où l'on retrouve, soit dit en passant, des restes de rampes de construction,
Eh bien, de l'eau jaillit sous le travail des ouvriers de l'époque. Ou quand Flinders Petrie put pénétrer dans les chambres de la pyramide d'Awara, attenante au fameux labyrinthe mentionné par Hérodote, eh bien il trouva ces chambres remplies de boue et d'eau saumâtre. On n'ignorait pourtant pas dans la région de Memphis ou du labyrinthe les particularités de ce genre, car la plupart des pyramides, même à l'époque d'Hérodote, furent pillées dès l'Antiquité pharaonique. Si Hérodote n'a décrit que les pyramides de Gizeh, c'est qu'elles sont les plus considérables, qu'il les a vues de près, et qu'elles se rattachaient, en tout cas on croit, aux légendes qu'il a rapportées. Mais il a sûrement pu apercevoir un grand nombre d'autres pyramides qu'il est d'ailleurs impossible de ne pas apercevoir. En effet, depuis le plateau de Gizeh, il est aisé de voir l'alignement des pyramides d'Abou-Sir, Saqqara et d'Achour. Pourtant, il n'en parle pas du tout. Plus étonnant encore, lorsqu'il rédige son ouvrage, il y a une confusion dans son esprit. Il rapporte à la pyramide de Khéops ce qu'il avait vaguement entendu dire concernant d'autres pyramides. Pour ce qui est de la construction sur 20 ans cependant, qu'elle concerne directement Khéops ou pas, c'est une durée devenue désormais standard, présentant ou pas, une fois de plus, ses limites, quelle que soit la pyramide à laquelle on rapporte cette durée de construction. Du reste, il importe de le remarquer, le chapitre dans lequel Hérodote nous parle d'eau nous montre clairement que le canal et l'eau entourant l'île qu'il avait mentionnée étaient souterrains, par conséquent invisibles. Hérodote parle donc ici de quelque chose qu'il n'a pas vu, ce qui rend la confusion encore plus probable. On pourrait peut-être attribuer cette confusion, mais moins vraisemblablement semble-t-il, aux informateurs même d'Hérodote. La description faite par ce dernier du site de Memphis, ancienne capitale égyptienne, nous permet de comprendre qu'Hérodote a connu cette ville pendant les crues du Nil, et seulement pendant les crues du Nil. Or, comme on vient de le mentionner, Memphis était la capitale de l'Égypte, et c'est de ses prêtres, alors encore actifs, qu'il invoque le plus souvent le témoignage. Et c'est de son vieux temple d'Héphaïstos qu'il connaît le mieux le détail. C'est à ce temple que se rattache une grande partie de l'histoire qu'il a racontée, c'est pour Memphis, qui est véridique, la date qu'il fournit du commencement des crues du Nil, et c'est pour Memphis également qu'est valable l'indication de la hauteur des eaux. Bref, c'est à Memphis qu'il puisa le plus grand nombre de ses renseignements, qu'il aura peut-être extrapolés et appliqués à d'autres sites, dont Gizeh. Si l'on ajoute que, à cause de la situation géographique de la ville, il dut, après l'avoir quittée, y repasser nécessairement encore lors de son périple vers le sud, vers la Haute-Égypte, on se persuadera, la description restant toujours exacte, que c'est surtout pendant la période des crues du Nil qu'il séjourna dans la vallée. Ainsi, les données rapportées par Hérodote sur la ville de Memphis, son site, ses monuments, ses dieux, son histoire, ses environs, sont d'une extrême richesse. Sur aucune autre localité, il nous a fourni des détails aussi variés, dans aucune il n'a recueilli des informations aussi nombreuses. Lors de son voyage en Égypte, c'est donc sûrement dans la capitale qu'il a fait aussi le plus long séjour. Hérodote ne s'est pas contenté de visiter la seule ville de Memphis. Il a tenu à se documenter avec soin sur ses environs. Il s'est rendu aux pyramides et il a, chemin faisant, admiré la chaussée par laquelle on avait amené les matériaux à pied d'œuvre et il en a noté les dimensions. Il a parlé assez longuement de la grande pyramide et a mentionné les 3 petites situées en avant, dont l'une, celle du milieu, aurait été construite par la fille du même pharaon. De mon côté, j'avais également fait une vidéo il y a quelques années où je vous faisais découvrir l'intérieur de l'une de ces 3 pyramides secondaires devant celle de Khéops. Là aussi, je vous mets le lien en description pour celles et ceux qui voudraient voir cette immersion assez exclusive. Hérodote a également décrit la pyramide de Képhren et celle de Mykérinos, mais ce qui est très étonnant est qu'il n'a pas parlé du tout du grand sphinx. Certains expliquent cette anomalie, entre guillemets, par le fait que le sphinx était alors ensablé, comme il l'avait d'ailleurs été souvent pendant les temps anciens et comme il l'a été de nombreuses fois encore depuis. Mais même ensablé, le sphinx reste le sphinx, et cette tête dépassant du sable lui confère une aura encore plus mystique que depuis qu'il est entièrement désensablé. On ne sait pas vraiment pourquoi il a fait l'impasse sur ce lion à tête d'homme, si ce n'est que peut-être, là encore, il parle de choses qu'il n'a pas vues de ses propres yeux. Plus étonnant encore,
Si Hérodote ne mentionne pas ce sphinx pourtant immanquable, il parle cependant, et à plusieurs reprises, des carrières de calcaire d'où l'on avait extrait des pierres pour la construction de ces immenses édifices et qui n'avaient pas cessé d'être exploités. Étonnant, non ? L'exactitude dans l'évaluation des distances dépend à la fois de la plus ou moins grande habitude que l'on a de cette perspective et de l'idée que l'on se fait de la grandeur des objets. Sous ce double rapport, Hérodote devait être conduit à l'exagération. Non seulement, comme on l'a dit, son voyage en Égypte fut d'assez courte durée, mais c'est au début de son séjour dans la vallée du Nil qu'il entreprit d'en visiter le sud. À ce moment, suivant toute vraisemblance, son œil n'était pas encore suffisamment adapté à l'optique spéciale de ce pays et en quelque sorte dérouté par une expérience imparfaite, et à ce moment, on peut le comprendre, Hérodote se perdait dans des approximations hasardeuses. Il y a un exemple que j'aime bien donner pour illustrer le fait qu'il est très difficile d'estimer ces monuments, sans avoir d'expérience ou de connaissances. Lors des voyages en Islande que j'organise, j'utilise un drone, et en 2021, je me souviens avoir quasiment perdu de vue le drone qui était à 75 mètres pile au-dessus de moi, vraiment à la perpendiculaire. Lorsque je repris à l'époque le contact visuel, je m'étais dit qu'il semblait sacrément plus haut que 75 mètres. Et pourtant, 75 mètres, c'est seulement la moitié de la hauteur de la Grande Pyramide. Ça montre bien que ces dimensions sont proprement vertigineuses, même si on ne s'en rend pas forcément compte lorsqu'on est loin et qu'on contemple le plateau de Gizeh. Ou à l'inverse, submergé par ce gigantisme, on aurait tendance à y voir des dimensions encore plus grandes qu'elles ne le sont réellement. La tendance à l'exagération dut être alors d'autant plus forte qu'à ce défaut d'habitude s'ajoutait chez Hérodote une haute idée de la grandeur des objets, pyramides ou autres monuments aperçus de loin et dont il devait juger d'après ceux qu'il avait pu approcher d'un peu plus près. C'est en effet le caractère grandiose, gigantesque, des constructions qui le frappa. Il a déclaré que les pyramides sont d'une grandeur qui dépasse toute expression et que chacune d'entre elles peut entrer en parallèle avec les plus grands monuments de la Grèce. Ça, on est vraiment bien d'accord. Il a pris soin de détailler le travail inouï qu'elles ont nécessité, mais il a aussi montré que les pyramides mêmes étaient surpassées par le labyrinthe d'Awara, lui-même moins étonnant, selon ses dires, que le lac de Moéris. Une hiérarchie de construction qui, à mes yeux, est pour le moins inhabituelle, pour ne pas dire improbable. On comprend donc qu'Hérodote, convaincu à ce point du caractère gigantesque des constructions égyptiennes, qui ne le seraient pas, est en l'absence de repères précis ou de visualisation précise ou d'expérience terrain, fantasmer leur masse jusqu'à l'énormité rapportée dans ses écrits. C'est donc un Hérodote approximatif qui transpire de son œuvre Histoire de. Doit-on lui conférer la crédibilité dont il jouit depuis 2000 ans ? Je vous laisse le soin de vous exprimer à présent que la vidéo approche à sa fin, mais reconnaissons cependant que même si le surnom de père de l'histoire lui colle encore à la peau, l'archéologie, je l'ai mentionné en début de vidéo et on le mentionne une fois de plus pour bien clarifier les choses, l'archéologie a depuis longtemps corrigé les approximations de l'auteur et n'a plus, depuis très longtemps, brandi le moindre de ses écrits comme éventuelle preuve historique. En espérant que cette vidéo vous a plu, les amis, je vous donne rendez-vous sur la chaîne pour la prochaine publication très bientôt. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao.